Bonjour à tous, nous allons avoir une deuxième vidéo sur le fonctionnement de la synapse. À partir du document que je vous ai donné avant les vacances, celui-ci, travaillons donc sur le fonctionnement de la synapse. Alors la synapse est un élément très important de la communication nerveuse, elle permet de faire le lien entre deux structures nerveuses. Il va donc y avoir un élément avant la synapse et un élément après la synapse. Alors l'élément avant la synapse, on va l'appeler élément présynaptique, et l'élément après la synapse va être appelé élément postsynaptique. Alors l'élément présynaptique va être un neurone. Ce neurone, on en a déjà parlé, alors on a déjà vu différents types de neurones. On a parlé par exemple des neurones sensitifs, ceux qui font le lien entre le fuseau neuromusculaire dans le muscle et la moelle épinière. Alors ces neurones sont un petit peu particuliers. Et puis nous avons vu les motoneurones, donc on a pu représenter de cette manière-là, le motoneurone, qu'on représente comme ça, un corps cellulaire, les prolongements cytoplasmiques appelés dendrites, et puis un long prolongement cytoplasmique nommé axone, dont on peut représenter l'arborisation terminale de cette manière-là. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que l'axone conduisait le message nerveux de manière électrique, sous forme de potentiels d'action, qui sont des dépolarisations temporaires de la membrane du neurone, et que la succession des potentiels d'action constitue le message, codé donc en fréquence de potentiel d'action. Ça, c'est la représentation la plus classique du neurone. Mais on a d'autres neurones qui comportent eux aussi le corps cellulaire, l'axone et l'arborisation terminale, qui ont une structure moins classique. C'est par exemple les neurones sensitifs qui font le lien entre le fuseau neuromusculaire et la moelle épinière. Alors, ces neurones sensitifs ont un corps cellulaire qui est un petit peu excentré, qui est contenu à l'intérieur du ganglion rachidien de la racine dorsale de la moelle épinière. Le corps cellulaire donc, est en effet prolongé par un axone qui va venir faire une jonction au niveau du motoneurone, et il est précédé par un long prolongement cytoplasmique, dendritique du coup, qui vient prendre son information à partir du fuseau neuromusculaire. Donc ça, c'est le neurone qu'on appelle neurone en T. Alors vous avez donc du coup ici deux types de neurones qui sont représentés. Le neurone en T et le motoneurone, il y en a d'autres. D'autres types de neurones en fonction des structures nerveuses de l'organisme. Ce que je vous avais donné au départ comme schéma du neurone, c'était la version la plus simplifiée. Maintenant, il faut être prêt à accepter qu'il y a différentes structures de neurones. Donc si je parle du neurone en T, ici c'est une dendrite, ici c'est l'axone. J'ai représenté aussi un axone, j'ai représenté un gros axone, l'axone est peut-être plus fin. Eh bien, le neurone en T fait une jonction neurone-neurone, et cette jonction, c'est la synapse. Cette petite partie qu'on voit ici, c'est le lieu de la synapse. On a donc l'élément présynaptique qui est un neurone, et l'élément postsynaptique qui est un motoneurone. On peut aussi avoir une jonction synaptique entre un motoneurone et une fibre musculaire. Les fibres musculaires vont aussi être des lieux de contact entre le neurone et la fibre musculaire. Alors, l'arborisation terminale d'un neurone va être liée à plusieurs fibres musculaires. L'ensemble forme une plaque motrice. Mais cette jonction-là va constituer ce qu'on appelle une unité motrice. Alors, dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais travailler sur la jonction neurone-neuronique, puis dans un deuxième temps, je travaillerai sur la jonction neuromusculaire. Alors, dans la jonction neuronique, on retrouve donc dans l'élément présynaptique la conduction d'un message nerveux sous forme de potentiel d'action. Ce message nerveux, le long de la membrane, va venir activer une cascade d'événements qui va conduire, après la traversée de cette synapse, à l'apparition d'un message dans l'élément postsynaptique. Dans le cas de la jonction neuroneuronique, ce message pourra déclencher à partir des dendrites l'émergence de potentiel d'action sur l'axone de l'élément postsynaptique. Toujours au niveau de la structure, vous vous rappelez bien que les membranes sont le lieu de fixation de différentes protéines. Je vais représenter ici, comme sur vos documents, des protéines sous forme de petites amphores.
La représentation en 3 dimensions est importante puisque vous savez que les protéines sont un enchaînement d'acides aminés dont le repliement détermine une structure spatiale qui va permettre la réalisation de fonctions grâce aux complémentarités spatiales type clé-serrure. Ici, j'ai donc 2 encoches qui vont pouvoir accueillir un élément important, le neurotransmetteur, qui est le seul qui va pouvoir traverser la synapse. Le message nerveux électrique ne peut pas traverser cette zone vide ici. L'électricité ne traverse pas le vide. Donc on va avoir une transduction du message, une conversion du message qui va être de nature électrique, va devenir chimique, puis redevenir électrique. Alors, il y a le potentiel d'action qui circule rapidement le long de l'axone, mais à l'intérieur même du neurone, il va y avoir la conduction de particules qui sont fabriquées au niveau du corps cellulaire. Ces particules sont des neurotransmetteurs qui vont pouvoir être associés ensemble et puis empaquetés dans des vésicules d'exocytose, donc les vésicules synaptiques que vous voyez sur le document. Donc le neurotransmetteur synthétisé et stocké dans les vésicules, c'est le point numéro 1 du document. Dans le point numéro 2, on voit l'arrivée du message nerveux. Point numéro 2, arrivée du message nerveux. Et l'arrivée de ce message nerveux va entraîner l'exocytose. Alors l'exocytose, vous pouvez vous rappeler ce qu'on a fait lors du cours d'immunologie sur la phagocytose. Lors de la phagocytose, on a la fusion des membranes qui vient englober, par exemple, une bactérie. Et puis on crée une vésicule à l'intérieur. Là, c'est l'inverse. La vésicule va être déversée à l'extérieur en faisant fusionner la membrane de la vésicule d'exocytose avec la membrane du neurone. Et donc cette fusion des membranes va entraîner la sortie des neurotransmetteurs. Donc c'est le point numéro 3. Va entraîner la sortie des neurotransmetteurs dans l'espace synaptique. Donc les neurotransmetteurs se trouvent maintenant dans la fente synaptique. Ici j'ai oublié de le préciser, mais on a la fente synaptique. Et ils peuvent rejoindre ces neurotransmetteurs. Il faut quand même noter leur nom. Neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs peuvent rejoindre les protéines qui sont sur la membrane de l'élément postsynaptique. Alors, vous voyez qu'il y a une complémentarité spatiale. Je peux fixer mes neurotransmetteurs sur les petites encoches de mes protéines sur la membrane de l'élément postsynaptique. Et la fixation, la complémentarité tridimensionnelle de ces neurotransmetteurs avec les récepteurs postsynaptiques va permettre d'ouvrir ces protéines et par exemple de faire entrer, des ions. Donc on a des entrées d'ions. Le fait que ces ions rentrent, cela va forcément modifier le potentiel de la membrane de l'élément postsynaptique. Si on modifie le potentiel de la membrane de l'élément postsynaptique, on peut entraîner dans l'élément postsynaptique un message nerveux de type potentiel d'action. Alors en fonction des jonctions neuroniques, ces ions peuvent être des ions sodium, des ions potassium, donc avec une dépolarisation comme on l'a vu au niveau du potentiel d'action, mais on peut aussi avoir des ions chlore, Cl-, et dans ce cas-là, on a eu une hyperpolarisation de la membrane qui, au contraire d'activer un message postsynaptique, va diminuer la possibilité d'un message postsynaptique. Donc, les synapses neuroniques vont être activatrices ou inhibitrices en fonction de la nature des ions qui vont rentrer sur l'élément postsynaptique. Donc ça, c'était le point 4. Les neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs de la membrane du neurone postsynaptique, ce qui entraîne la propagation d'un message nerveux ou non, en fonction des ions, c'est le point numéro 5. Alors pour faire des économies d'énergie, pour pouvoir reconstituer facilement les neurotransmetteurs, ces neurotransmetteurs vont être recapturés par l'élément présynaptique, par endocytose. Le neurotransmetteur est éliminé de la fente synaptique, recyclé pour venir fabriquer à nouveau des neurotransmetteurs dans l'élément présynaptique. Donc on a bien la transformation d'un message nerveux de nature électrique dans l'élément présynaptique, chimique dans la fente synaptique, à nouveau électrique dans l'élément postsynaptique. Bien. Je peux reprendre l'ensemble de ce travail
avec une jonction type neuromusculaire, neurone, fibre musculaire. Même idée dans la jonction neuromusculaire, cette fois-ci l'élément postsynaptique est une fibre musculaire. Et la jonction représentée ici correspond à une unité motrice, qui est une synapse neuromusculaire. De la même manière, le signal électrique propagé par le motoneurone sous forme de potentiel d'action arrive à l'extrémité de l'arborisation terminale. Dans cette arborisation terminale, les neurotransmetteurs ont été assemblés, regroupés sous forme de vésicules d'exocytose. L'arrivée du message nerveux va provoquer l'exocytose. Les neurotransmetteurs traversent la fente synaptique, viennent se fixer sur les récepteurs de la membrane postsynaptique, donc ici les récepteurs de la fibre musculaire. La traversée d'ions de cette membrane entraîne une dépolarisation qui provoque cette fois-ci non pas seulement un message postsynaptique, mais aussi, à l'intérieur de la fibre musculaire, la libération des stocks de calcium qui vont permettre d'activer les fibres de myosine et d'actine, les faire coulisser pour entraîner la contraction du muscle. Donc on a deux types de jonctions, avec donc des effets différents. Alors je peux revenir sur le message nerveux neuronique. Dans cette jonction neuronique, il faut bien imaginer que le neurone possède plusieurs terminaisons dendritiques. Donc il va pouvoir recevoir des informations d'un autre neurone. Par exemple, un neurone qu'on va appeler neurone inhibiteur. Un neurone inhibiteur dont la libération des neurotransmetteurs va entraîner l'inactivation du message. Eh bien, ce motoneurone devra faire la somme des informations qu'il reçoit de la part du neurone sensitif et du neurone inhibiteur pour décider si oui ou non il envoie un message vers la fibre musculaire. Et c'est ainsi que lorsqu'on a travaillé sur l'arc réflexe, lorsqu'on tape sur la cheville, certes, ça entraîne l'élongation du jambier antérieur, donc finalement sa contraction, mais le triceps sural, lui, est au repos, il est inactivé, donc le mollet est inactivé. Ainsi, on va avoir des motoneurones qui vont envoyer un message de contraction et des motoneurones qui ne vont pas envoyer de message du tout. Alors ce principe s'appelle l'intégration du message nerveux. Donc c'est la suite du travail sur ce que nous faisons. Et puis alors là, on entre aussi dans les commandes nerveuses volontaires, le travail du cerveau, comment le cerveau envoie des commandes vers les muscles, non pas simplement dans le cas d'un mouvement involontaire, mais dans le cas de mouvements volontaires, commandés par le cerveau. Voilà, à bientôt. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres vidéos pour le moment. On se retrouvera, j'espère, en présentiel à partir de la fin du mois de mai. Bonne suite, bon courage.